Salut à tous. Petite annonce, double annonce même, avant de passer à cet épisode de Vue du banc. La première, c'est qu'avec notre partenaire PMU.fr, vous pouvez avoir droit à 2 free bets à l'inscription en plus de l'offre de bienvenue de free bet de 10€. Pour cela, n'oubliez pas d'inscrire le code VDB au moment de vous inscrire sur PMU.fr et vous serez ainsi crédité de 2 free bets de 10€ en plus de l'offre de bienvenue. Et aussi, évidemment, autre code promotionnel en ce moment qui fonctionne, c'est sur coparena.com, l'application où vous pouvez retrouver les articles de Christophe, Raphaël et moi-même pendant toute la durée de l'Euro. Votre premier mois d'abonnement est offert sur Coparena avec le code COPAVDBEURO, COPAVDBEURO. Analyse des matchs de l'équipe de France et de plein d'autres choses encore, en plus de formats audio exclusifs. Tout ça, c'est sur Coparena, l'application qui vous sert le football en profondeur. Mais tout de suite, c'est Vue du banc. Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 22e épisode de la saison 8 de Vue du banc. Aujourd'hui, on va débriefer la qualification de l'Italie contre l'Espagne au bout d'un match qui est allé jusqu'au tir au but. Je suis dans cette optique accompagné des deux tauliers habituels. D'abord Florent Teuti, salut Flo. Salut Raphaël. Et Christophe Kuchli, salut Christophe. Salut Raphaël. Donc je le disais, qualification de l'Italie grâce au tir au but. Le match s'est fini dans le temps réglementaire et les prolongations à 1 partout. Et je vais commencer par les compositions, les équipes qui ont démarré du côté italien, le 4-3-3 habituel, mais on reparlera de l'animation avec Donnarumma dans les buts, une défense à 4, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, un milieu à 3, Jorginho, Verratti, Barella, et une attaque, Chiesa, Immobile, Insigne, toujours de droite à gauche pour faire plaisir aux tauliers. De l'autre côté espagnol, Simone dans les buts, une défense à 4, Azpilicueta, Eric Garcia, Aymeric Laporte, Jordi Alba, un milieu à 3, Busquets, Pedri, Koke, et une attaque, Oyarzabal, Olmo et Ferran Torres. Et il y a peut-être plus de choses à dire, Florent, sur la composition espagnole que sur la composition italienne, puisque l'italienne n'avait rien de surprenant, juste l'entrée d'Emerson qui prenait la place de Spinazzola blessé et Chiesa qui continue à être titulaire puisqu'il enchaîne les bons matchs. En revanche, côté espagnol, entre la titularisation d'Eric Garcia et celle d'Oyarzabal, celle de Dani Olmo d'ailleurs, dans un rôle nouveau en équipe nationale, il y avait pas mal de choses. On sait que depuis le début de la compétition, Luis Enrique change d'un match à l'autre. Et là, il a changé en écoutant Vue du banc. Ouais, je sais pas s'il a changé en écoutant Vue du banc, mais c'est vrai que le rôle donné à Dani Olmo de faux numéro 9 a énormément pesé dans les débats. Au-delà de la performance de Dani Olmo en lui-même qui a été excellent, son rôle a vraiment contribué à la domination espagnole dans le jeu et à la domination espagnole du milieu de terrain. Tout simplement parce qu'il y crée un surnombre, parce que théoriquement, en gros, on avait Barella qui sortait sur Busquets, on avait Verratti sur Koke, on avait Jorginho sur Pedri, et Dani Olmo, par ses décrochages et ses déplacements dans cette zone, créait des surnombres parce que Bonucci et Chiellini soit ne le suivaient pas, soit étaient en retard au moment où ils le suivaient. Et au-delà de ça, ses premières touches, ses orientations, ses changements de direction ont vraiment posé beaucoup de problèmes au milieu de terrain italien et ont contribué au fait que l'Espagne s'est quasiment jamais fait piéger ou très peu fait piéger par le bloc médian italien qui a passé la majeure partie de son temps à courir après la balle, et ça a permis à l'Espagne d'avoir de longs temps de possession dont elle avait absolument besoin. On le savait avant le match qu'elle avait absolument besoin de ça, mais ce changement de tactique, elle lui a vraiment permis, je pense, d'asseoir rapidement sa domination sur le match et sur la possession du ballon. Christophe, une des questions avant la rencontre, c'était de savoir ce qu'allait proposer l'Italie et si elle allait être capable de prendre le jeu à son compte, au moins par séquence, et d'aller presser haut l'Espagne, de pourquoi pas mettre en place un pressing à la perte agressif comme elle l'avait fait contre toutes les équipes jusque-là, au moins sur une période. Ça n'a pas du tout été le cas et on s'est rendu compte, comme c'est souvent le cas, que l'Espagne gagne ou perde, que personne en Europe depuis maintenant une quinzaine d'années ne peut lui disputer le contrôle du jeu. Oui, et forcément ça conditionne pas mal de choses, parce que comme tu le disais, l'une des forces de l'Italie, c'est d'avoir ce truc en 2 temps où tu t'installes proprement dans le camp adverse, et ensuite tu peux mettre en place ce pressing à la perte si jamais le ballon est égaré. C'est ce qu'a fait l'Espagne, mais forcément si toi tu ne peux pas t'installer dans le camp adverse, du coup cette notion de pressing à la perte n'existe pas, parce que tu perds le ballon dans des zones et à des moments de la construction de l'action où finalement il n'y a pas de joueur assez proche de toi pour vite le récupérer. Donc du coup l'Italie, dès le départ, était quand même un peu conditionnée à jouer les transitions, c'est-à-dire que ce schéma d'attaque-défense, je pense que l'Italie aurait quand même bien aimé en sortir à 0-0, au moins par séquence, même si
ton attaque de 3, il y avait Insigne qui est plus, alors même s'il va assez vite, mais plus un joueur qui va prendre le ballon au pied, qui va aller fixer, alors que Immobile et Chiesa sont tous les deux assez aptes à s'épanouir sur les transitions, sur des grands espaces. Donc malgré tout, t'avais les profils pour ça. Mais c'est vrai que tes 3 milieux, Jorginho, Verratti, Barella court, les 2 autres un peu moins, et surtout un Verratti, et un Jorginho d'ailleurs aussi, les 2 sont beaucoup plus à même de gratter des ballons et vraiment d'avoir un impact au milieu de terrain s'ils sont amenés à défendre en avançant à 30 mètres du but adverse, plutôt qu'à reculer ou à gérer des zones à 30 mètres de leur propre but. Et comme le disait Florent, en plus t'avais ce déséquilibre structurel avec la supériorité numérique côté espagnol, où l'un des moyens de le régler ça aurait été de faire sortir Chiellini et Bonucci. Je suis pas sûr que les 2, à ce stade de leur carrière, et vu leur profil, étaient forcément aptes à faire ça. Et en gros, l'une des solutions, ça aurait été de faire vraiment défendre l'un des 3 de devant, plutôt Insigne a priori, parce que les 2 autres, comme je disais, sont vraiment des joueurs très menaçants en transition. Mais dans tous les cas, à partir du moment où t'as vraiment un Pedri et un Busquets à ce niveau-là, et t'as un Laporte qui casse une ligne à chaque passe, c'était vraiment difficile de rivaliser. En gros, il aurait fallu avoir des profils plus autrichiens que les profils que t'avais là côté italien, et ça nous ramène un petit peu à ce qu'on avait vu sur la seconde période de Autriche-Italie, où l'Italie, quand elle est amenée à laisser un peu le ballon à son adversaire, qu'elle doit défendre en bloc médian ou bas, bah finalement elle a pas non plus des milliers de mécanismes pour récupérer le ballon, quoi. Elle peut être amenée à subir des temps faibles et à vivre sans le ballon sur des périodes assez longues. Ouais, là on est sur la première période, on précise, parce qu'on parlera après de comment l'Italie s'est créé des occasions et a même fini par marquer. Mais Florent, est-ce qu'il y a quelque chose dans le pressing espagnol qui est différent de toutes les autres équipes que l'Italie a affrontées jusque-là? Parce qu'on a vraiment senti une Italie étouffée, malgré les qualités individuelles de certains joueurs. Est-ce que c'est justement la différence de Chiellini et Bonucci, la capacité de Laporte, Garcia et de tous les centraux espagnols finalement, de jouer très haut? Parce qu'ils sont quasiment à la médiane, c'est très agressif, on joue le hors-jeu assez haut. Qu'est-ce qui est si différent dans le football espagnol et dans cette sélection pour que finalement elle puisse imposer son jeu comme aucune autre sélection, même pas l'Allemagne, n'a réussi à le faire? Bah, c'est difficile c'est difficile à dire, c'est-à-dire que je pense qu'il y a rien d'exceptionnel, c'est-à-dire que vous me corrigez si je me trompe, mais en gros côté espagnol, le choix était assez délibéré de mettre Olmo sur Bonucci pour forcer l'Italie à sortir via Chiellini. Ça c'était le premier point marquant. À la gauche d'Olmo, évidemment, du coup Ferran se retrouvait dans la zone de Di Lorenzo. Donc l'idée c'était d'orienter l'Italie vers son côté gauche. Et ensuite on avait dans le cœur du jeu Koke sur Verratti, Pedri sur Jorginho, et derrière un Busquets qui gérait Barella, mais vu que le jeu espagnol était orienté de l'autre côté, Barella ne rentrait pas forcément en compte dans les circuits italiens pour ressortir. Et en fait, côté espagnol, c'est une fois que la balle était dans les pieds de Chiellini, alors soit on attendait que Chiellini prenne l'initiative, mais c'était pas simple parce qu'il n'y avait pas vraiment de solution, à part des décrochages d'Immobile ou d'Insigne qui, comme tu le disais, étaient chassés par Garcia ou par Laporte. Et après, il y avait cette passe latérale vers Emerson qui pouvait déclencher des choses parce que ça déclenchait la sortie d'Azpilicueta d'assez loin. Et quand l'Italie réussissait à trouver un joueur dans le dos, souvent ça s'est passé par Insigne, pour jouer un ballon dos au jeu et qu'il arrivait en remise à libérer un partenaire ou à trouver la profondeur, là il y avait des choses qui pouvaient se créer. Par contre, c'est arrivé 2-3 fois quand Emerson, tu sais, s'échappe sur 20-30 mètres en première mi-temps. Mais le truc c'était que à aucun moment l'Italie est parvenue à sortir du pressing pour prendre en main le jeu, prendre en main le tempo. C'est-à-dire que quand ils sortaient du pressing, ils jouaient la transition, parce que le jeu demandait de la jouer, mais ils ont jamais vraiment eu d'occasion d'avoir un long temps de possession, de vraiment contrôler le rythme de la partie, ce qu'ils avaient pu faire sur les matchs précédents. Et ça, l'Espagne les en a empêchés, simplement en ressortant, dès qu'ils en avaient l'occasion, à la moindre passe neutre, à la moindre passe négative, ça ressortait et ça forçait l'Italie à reculer. Et vu que le jeu au pied de Donnarumma n'était pas non plus exceptionnel, quand tu revenais jusqu'à Donnarumma, il y avait souvent un ballon rendu, il y a même eu des situations dangereuses qui sont parties de longs dégagements de Donnarumma directement retombés sur des pieds espagnols. Oui, parce que parfois les dégagements n'étaient pas assez longs, et c'est vrai que c'était encore plus dangereux. Christophe, il faut quand même préciser, parce que là on va beaucoup parler de l'Espagne, donc l'Espagne est éliminée, mais que ça reste une performance à la fois collective et à la fois sur le plan individuel pour certains joueurs, qui est hyper prometteuse pour l'avenir,
parce que alors, la plupart des joueurs sont assez jeunes pour continuer dans les 3, 4, 5 ans. Il y en a quelques-uns pour qui la question risque de se poser assez rapidement. Mais tu te dis que cette équipe-là, dans quelques mois, dans 1 an et demi, à la Coupe du Monde, si tu arrives à bâtir sur ces principes-là, malgré cette élimination, t'es quand même assez satisfait de ce que tu produis sur la compétition. À partir du moment où tu arrives à imposer tes principes à l'adversaire, tu as quand même déjà gagné une première bataille importante. Alors, tu peux les imposer de différentes manières. La Suède, sur certains matchs, on laisse la balle à l'adversaire et du coup, on le contraint à construire et à essayer de casser notre bloc bas. Mais c'est vrai que bon, l'Italie, je pense qu'à part l'Angleterre, c'était l'équipe sans doute à qui c'était le plus difficile d'imposer ça, parce que c'est l'une des équipes qui avait à la fois l'envie d'avoir le ballon et les joueurs pour le tenir. Et pour le récupérer aussi, enfin voilà, c'est quand même une sélection qui a montré, alors même s'il n'y avait pas 70% de possession non plus, mais qui a quand même montré d'une vraie compétence pour le tenir, pour savoir quoi en faire, des circuits de relance qui étaient quand même très intéressants, et vraiment une capacité à créer de l'espace à pas mal d'endroits, c'est-à-dire dans l'entrejeu, mais tu sortais les chercher dans l'entrejeu, ça allait te taper sur les ailes, alors même si c'est quand même plus facile de jouer avec Spinazzola qu'avec Emerson, qui est pas scandaleux non plus sur ce match-là, mais il y a quand même un différentiel à la fois dans le profil et dans le niveau qui me semble quand même assez net. Tu peux aspirer l'adversaire et partir en transition. Enfin voilà, il y a pas mal de choses que cette Italie-là est capable de faire. Et sur ce match-là, alors évidemment, on peut pas non plus faire 99% du temps sur l'Espagne, 1% du temps sur l'Italie, à partir du moment où l'Italie se qualifie. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une équipe qui a joué contre nature, donc du coup, tu peux un peu souligner la façon dont elle a quand même réussi à résister pour pas non plus totalement perdre le bras de fer, pour réussir à exister, les mini-temps forts qu'il y a eu, le rapport au score, les occasions de 2-0, enfin voilà, il y a quand même des choses à noter, et finalement, le fait d'avoir su garder le cap, pas forcément dans tous les principes, mais en tout cas dans l'idée générale de tous tirer dans le même sens, de tenir. Mais l'Espagne, à partir du moment où elle est capable d'imposer ce jeu-là à l'Italie, elle aura juste pas eu le test de l'Angleterre. Elle aura aussi cette interrogation de savoir est-ce que ce jeu-là se marie avec un numéro 9 létal? C'est-à-dire que concrètement, pour vraiment avoir cette supériorité numérique-là, t'es un peu obligé pour avoir la supériorité numérique, t'es obligé d'avoir Daniel Olmo qui est en numéro 9 et qui décroche. Est-ce que tu peux avoir une supériorité vraiment structurelle face à des adversaires, tout en ayant un attaquant qui participe moins au jeu, qui soit plus finisseur? Ça, c'est vraiment l'autre étape, parce que si t'avais 2 top ailiers, je sais pas, si t'as Salah Mané par exemple, c'est moins gênant. Là où Oyarzabal, Ferran Torres, c'est des joueurs à 10-15 buts grand maximum par saison en championnat. On voit sur ce match-là que Oyarzabal, c'est peut-être un petit peu light à ce niveau-là, même si voilà, il a aussi raté son match et qu'il est capable de mettre les occasions qu'il a ratées. Donc ça, c'est pour moi la vraie incertitude, le cap à passer. C'est est-ce que tu peux avoir, après, faut le trouver, le vrai finisseur, hein. Mais est-ce que tu auras un vrai finisseur, ou alors est-ce que tu seras toujours obligé d'avoir des joueurs très techniques, mais pas forcément hyper finisseurs, hyper précis devant le but? Mais sur tout le reste, quand tu vois en plus que tous les joueurs ne sont pas forcément soit dans leur meilleure forme, soit à leur pic de carrière, enfin Azpilicueta c'est plutôt sur la fin, Eric Garcia il était un peu nulle part en club, Pedri c'est le tout début, Koké est pas non plus incroyable depuis 2-3 saisons, je pense vraiment que ça veut dire que tu peux assez facilement changer les pièces et les insérer dans une structure qui a déjà des gros principes, avec Pedri qui peut être un passe pour être crédible au niveau international pendant 10 ou 15 ans. Oui, j'allais dire, Florent, il y a une pièce qui ne va pas changer, c'est Pedri. On en parle match après match, tour après tour. Donc là, je crois qu'il rate sa première passe à la 119e minute. Ouais, il en rate 2 au total, il me semble. Ah là là, le con. C'est ça la stat. Ah, le nul. Il termine, j'ai la fiche sous les yeux là. Donc 120 minutes jouées encore, hein, 80 ballons touchés. 65 passes réussies sur 67 tentées, donc 97% de réussite. 2 passes clés, 2 longs ballons, 2 sur 2 sur les longs ballons, une grosse occasion créée, j'imagine que c'est celle pour Oyarzabal, qui est comptabilisée ainsi, où Oyarzabal rate son contrôle en début de match. Et pour l'anecdote, 8 ballons perdus au total, sachant que pour comparer par exemple avec un milieu en face totalement au hasard, mais qu'on connaît aussi pour généralement sa propreté. Verratti joue 74 minutes, touche 42 ballons, donc 2 fois moins du coup. En même temps, il a moins joué, mais après, 2 fois moins de ballons. Il y a 2 fois moins de possession pour l'Italie aussi, donc il y a 2 fois moins de possession, mais sur ces 42 touches de balle, il perd 9 ballons.
Donc Pedri en jouant deux fois plus de ballons, on perd un de moins, voilà. Mais non, mais c'est un exemple. J'aurais pu prendre Jorginho aussi. Ouais, c'est parce que je vais le chercher. Mais ce qu'on peut dire au-delà des stats que tu as donné, c'est aussi la qualité dans ses prises de balles, parce que souvent il réussit des passes après s'être mis dans le sens du jeu. Et ça, c'est quand même plus facile que les mecs qui sont dos au jeu, qui remettent à chaque fois en arrière. Et alors, c'est marrant, c'est intéressant qu'il joue 120 minutes et que clairement tu sens que c'est le milieu que Luis Enrique veut pas du tout faire sortir, alors qu'il joue quand même avec Busquets et Koké, et que sur le banc t'as Thiago et compagnie. Il a pris une dimension en un mois là. Bon, il était déjà très fort au Barça, hein, mais maintenant tu dis c'est le meilleur milieu espagnol du monde. Ouais, et puis surtout en plus, même physiquement, t'as même pas l'impression qu'il est spécialement fatigué en fait, ou qu'il est plus fatigué que les autres sur la fin de match. Y a pas. Alors si, c'est vrai, il rate sa passe, si ça se trouve. Mais en plus, tu vois, la passe en question, c'est pas une passe simple, c'est une passe dans la surface. Qui est intercepté par je sais plus qui, mais c'est une passe dans les 30 derniers mètres quoi, dans les passes manquées qu'il a pu faire. Donc oui non, il y a tout chez ce jeune. C'est difficile de lui trouver des défauts. Il y a presque des fois en fait où tu te dis mais est-ce qu'il en a pas encore en fait sous la semelle par rapport à parce qu'il est tellement élégant que tu te dis est-ce que t'es à 100% ou pas? Tu vois, tu sais jamais avec ces joueurs-là à cause de la gestuelle. Il y a un truc je sais plus si on est en première prolongation, en tout cas c'est la deuxième mi-temps c'est sûr, où il reçoit la balle, il est un peu excentré côté gauche, long de ligne quoi, il fait sa prise de balle où il est bien orienté directement pour avancer. Puis en fait il a du champ devant lui et il a vraiment un intervalle quoi qui est peut-être attaquable. Et en fait tu dis qu'est-ce qui se passe s'il accélère là? S'il décide de continuer à porter la balle, parce qu'en fait ce qu'il fait c'est que il va fixer un petit peu et puis vu qu'il a pas de solution, qu'il a pas de partenaire autour de lui, il remet en retrait, je sais plus s'il remet à son latéral ou s'il remet vers l'intérieur, vers Busquets. Mais tu dis là, il a la balle, il est de 3/4, il avance et en gros il a presque une petite porte d'entrée, tu sais, pour rentrer entre les lignes italiennes et aller fixer carrément la défense. Tu dis qu'est-ce qui se passe s'il met la deuxième, s'il a une deuxième vitesse. Et j'espère qu'on va pouvoir savoir assez rapidement, peut-être dans les prochains mois, ce qui peut se passer s'il enclenche la deuxième vitesse. Au JO, où il y aura peut-être plus d'espace, on pourra le voir. C'est vrai qu'en plus il va enchaîner avec les JO, et c'est vrai qu'en plus la sélection espagnole au JO, c'est plutôt pas mal. Donc ça sera intéressant de le voir là-bas. Ouais, c'est vrai. Et il y a une différence d'ailleurs, c'est que les clubs espagnols sont obligés de les libérer leurs joueurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Tant mieux pour eux, hein. Enfin tant mieux pour la sélection plutôt. Eux ils seront peut-être un peu déçus parce que la Pedri va avoir plus de minutes en un été que des joueurs en une saison. Mais ça va faire une belle sélection. Et que Eric Garcia en carrière. C'est ce que j'allais dire. Christophe, est-ce que la question que je me pose par exemple, c'est si Pedri est né 4-5 ans plus tôt, qu'est-ce qui se passe pour le Barça ces 4-5 dernières années, tu vois? Beaucoup de regrets sur l'association Messi-Pedri qui peut-être ne durera que 2-3 ans au lieu d'avoir duré 5-6 ans. S'il débarque au moment où Iniesta part au Japon, c'est un genre de what if, comme on dit, du chrony, qui serait marrante à écrire. C'est vrai, même si tu peux prendre une espèce de contre-pied et dire du coup, Messi va partir, t'as Pedri qui arrive, ça te permet d'avoir une continuité. Mais c'est vrai que bon, c'est bien de rappeler de temps en temps que la direction du Barça a flingué le prime de Messi, la période où il aurait pu mais ils ont pris Pedri en faisant n'importe quoi sur les transferts. Oui, mais là Messi n'est plus plus au top quoi. Mais c'est bien d'avoir fait ça. Bon, ça excuse pas d'avoir fait des mouvements financiers sur Paulinho et compagnie, même si Paulinho est un très bon joueur l'année du titre. Non, mais c'est sûr que forcément, mais on l'a vu, ça on l'avait évoqué sur les émissions pendant l'année, il y a une vraie complicité entre les deux. Et j'ajouterais même, il a aussi ces mêmes générations que Messi, donc du coup ils vont pas faire que se croiser, mais pas loin, une vraie relation avec Busquets quoi. D'ailleurs nouvelle confirmation que avec Busquets, avec Jordi Alba d'ailleurs aussi. Oui aussi, oui, ce trio qu'on a évoqué, il me semble, avec aussi Laporte qui quand Laporte joue à gauche, tu peux avoir ces relations là à côté gauche. Mais tu vois le Busquets Pedri, tu te dis là aussi. Tu fais Busquets, Pedri, Messi sur 10 ans. Après, voilà, si tu veux pas non plus avoir à chaque fois des générations pas spontanées, parce que Pedri vient de l'extérieur, mais où t'avais déjà eu Iniesta, Xavi qui s'étaient succédés, donc c'est un peu logique que t'aies des semi-trous et que tout ne concorde pas toujours. Mais Pedri interprète le jeu de la même façon que l'interprétait Iniesta, et
j'ai l'impression que quasiment toutes les qualités d'Iniesta, il les a, pas forcément au même niveau, c'est-à-dire que Iniesta, qui allait percuter, dribbler, ça, Pedri ne le fait pas encore à ce niveau-là, donc il faut pas, voilà. Plus précoce par contre. Ah oui, non, mais totalement. On a fait sur Copa Arena la première fois sur les matchs d'Iniesta que j'encourage les gens à écouter avec Elias Baïf et Elton Bokolo. On a revu les matchs d'Iniesta avec la réserve, ses premiers matchs pro, ses matchs en U20. Iniesta, à 18 ans, il est nulle part. Enfin, il est pas du tout à ce niveau-là, à 19 ans non plus, à 20 ans non plus, à 21 ans non plus. Donc, même dans les sagas qu'on avait fait où il joue à l'Euro 2008, c'est un des moins bons espagnols. Oui, il joue même pas au cœur du jeu, il joue côté droit. 2008 à droite. Ouais, c'est ça. Et David Silva qui joue côté gauche est bien meilleur sur l'ensemble de la compète. Enfin, c'est pour préciser, parce que là, ce qui est étonnant chez lui aussi, quand on parle de Pedri, c'est qu'il a 18 ans. Et je me souviens pas d'un mec aussi jeune qui domine une compétition, parce que là, il pourrait être candidat au titre de meilleur joueur de la compète, malgré l'élimination en demi. Je vois pas, en fait, beaucoup de candidats qui ont été aussi réguliers et aussi, je sais pas, faciles. Il y a un moment où, je pense qu'avec Flo, on a eu la même réaction, parce qu'on en parlait sur Facebook. Il y a une passe qui lui vient à l'intérieur très fort, une passe d'Alba, je crois, qui rebondit un peu. Et il remet en une touche à l'intérieur pour, je sais plus qui est là. Sur Ferran, je pense. Ouais, sur Ferran, une touche. Le truc est super bien dosé, super facile à contrôler. Et d'ailleurs, Margoton et Lizarazu sont choqués aussi. Et tu te dis, ah ouais, d'accord, ok, il est à ce niveau-là de facilité où tu sens que c'est un joueur différent, même sur des gestes comme ça qui paraissent simples, mais qui en fait sont simples parce que c'est lui qui les fait. Oui, c'est le même genre de passe que Renato avait reçu aussi, si tu te rappelles. Ouais, parce que Renato, il avait protégé avec ses fesses et il avait avancé. Ouais. Pedri, c'est un autre style, mais oui, non, mais tu vois, c'est quand j'essaye de réfléchir à d'autres joueurs je sais pas quel âge a Modric en 2008. Il doit être plus âgé que ça, déjà. Sachant qu'il y a un truc, ce qui est, sa volonté de courir, de bien presser, de faire tous les efforts, de plutôt bien résister dans les duels. Ça, c'est quelque chose qui, moi, je vais pas dire que ça m'impressionne plus, parce qu'on est tous évidemment plus choqués quand il fait des feintes de corps et qu'il repart à l'intérieur dans la densité et qu'il fait jouer. C'est plus football que de faire les efforts. Mais en plus, on n'est pas sur... ça sera l'instant Pedri, mais bon, on en parlera plus après. Mais on n'est pas sur le petit prodige. Enfin, tu vois, j'adore Isco, hein, vraiment. Mais Isco, il joue quand il veut, et puis il se met souvent en pause. Pedri, il arrête jamais. Et rien que ça, tu te dis... Alors, parce qu'il a eu des matchs plus difficiles, hein, contre le PSG, par exemple, il était vraiment bien pris, c'était pas forcément facile, il perd beaucoup de ballons. Mais n'empêche qu'il sort jamais du plan collectif en te disant, oui, bon, c'est le petit génie, voilà. Alors que bon, pourtant, j'imagine qu'il devait quand même écraser la plupart de ses catégories d'âge, et il a jamais eu ça, quoi. C'est ce que je me dis, ce qui est dommage pour le Barça, c'est que De Jong et Pedri ont des zones qui risquent de se toucher, même si Pedri joue plus haut. Soit c'est un axe super fort et tu deviens injouable, soit t'arrives pas bien à les associer parce que les deux aiment jouer axe gauche, demi-espace gauche. Soit tu recules De Jong. On en parlait pour remplacer Busquets. Ouais. Non, mais enfin, on pourra en reparler ça de toute façon, mais un joueur comme ça, t'as envie de faire plein de conjectures parce qu'il est tellement bon. Et Modric, donc en 2008, avait 23 ans déjà. Donc il avait 50 de plus que Pedri aujourd'hui. Ouais, ça laisse le temps de venir. C'est qu'on voit souvent des attaquants arriver à 18, 19, 20 ans parce qu'avec la vitesse ils font des différences, mais des milieux c'est quand même beaucoup plus rare. Bon, on va parler un petit peu de l'Italie, Flo, parce que c'est eux qui vont aller en finale. Ils se sont qualifiés au tir au but. Déjà, comment l'Italie a tenu l'orage dans un premier temps et ensuite marqué, parce qu'il faut rappeler que l'Italie a marqué sur un de ses 7 tirs, parce qu'il y a 16 tirs pour l'Espagne et 7 pour l'Italie, but de Chiesa à la 60e, donc comment l'Espagne a survécu à ces assauts espagnols, et comment derrière ils ont eu le bonheur de marquer. Je pense que sur la première mi-temps, le fait que l'Italie rentre à 0-0, c'est plus dû à la maladresse espagnole et à celle, pour le coup, d'Oyarzabal, qui a notamment 2 situations. Et Olmo aussi, il y a un arrêt de Donnarumma devant Olmo d'ailleurs. Et au coup de sifflet de Félix Brich. Oui, au coup de sifflet de Félix Brich qui s'est fait une spécialité de siffler des mi-temps ou des fins de partie lorsque des décalages sont créés et qu'une action peut partir. Il l'a fait 2 fois, du coup, sur le match. À la 45e, à la 90e, il me semble. Mais bref, passons là-dessus. Et donc, ouais, je pense que sur la première mi-temps, on est plus sur une Italie qui subit totalement les débats, qui peut piquer néanmoins, hein, parce que dès que elle réussissait à sortir, dès que le côté gauche réussit à enchaîner, après Insigne, à trouver un autre joueur, comme je le disais tout à l'heure, il pouvait vraiment y avoir danger dans le dos de la défense espagnole, qui a plutôt bien joué leur jeu. Ils ont mis hors jeu 2-3 fois des adversaires avec des montées plutôt bien senties. Et 14 fois Bellotti.
et 14 fois Belotti peut-être après. Et après, tu vois qu'en deuxième mi-temps, quand même, c'est une équipe qui accepte la situation, qui accepte le bloc bas, c'est-à-dire que ce n'est plus Barella qui se retrouve sur Busquets, mais c'est Immobile qui descend et qui défend sur Busquets, ou en tout cas dans sa zone. Et du coup, une Italie qui accepte totalement le fait que le match va devenir pour elle un match de transition et de contre. Et en l'occurrence, elle l'a plutôt pas trop mal fait, parce que le fait d'avoir après la sortie d'Immobile, alors c'est après le 1-0 il me semble, je ne sais plus, il sort 2 minutes après, juste après, ouais, 2 minutes c'est ça, après. c'est juste après, mais tu vois, le but c'est c'est Donnarumma qui capte un centre, ça ressort sur Verratti, ça lance Insigne et bam, ça part direct dans la profondeur avec Immobile. Bon, après il y a les Espagnols qui défendent encore merveilleusement la situation, mais ça on est habitué depuis le début du tournoi. Mais globalement, oui, c'est une Italie qui a accepté que le rapport de force du milieu de terrain ne le gagnerait pas et qui a décidé de se focaliser sur les transitions et qui a mis l'équipe dans la dernière demi-heure, qui a d'abord mis l'équipe pour défendre bas, avec Immobile plus bas sur Busquets, un Barella plus reculé avec ses partenaires au milieu, et puis qui ensuite a accepté vraiment le rapport de force et le fait de dire Insigne jouera faux neuf et on aura Chiesa et Berardi des deux côtés pour prendre la profondeur. Et mais par contre là, le but qu'il marque, j'ai l'impression qu'il le marque sur le ballon qui marchait à chaque fois mais qui ne passait pas à cause du hors-jeu. C'est ce joueur côté qui n'est pas cadré, ouais. Et l'appel dans le dos, ouais. Voilà, entre les deux centraux de l'attaquant. Qu'Immobile par contre fait très bien, s'il faut dire du bien de lui, parce qu'il le fait très très bien, il l'a fait plusieurs fois. Et la fois où il y a eu carambolage, il y a eu but. Mais je sais pas si vous vous rappelez, mais sur la première minute de jeu, quasiment, il y a une sortie de balle de l'Italie où pareil, et là celui qui fait l'appel c'est Barella. L'Italie ressort côté gauche et c'est Barella qui fait l'appel en profondeur et je crois qu'il est légèrement hors jeu justement. Mais en fait, en voyant cette action sur les premières minutes, là tu te dis oula, s'ils sortent comme ça dès la première, et puis finalement en fait ils sont plus sortis derrière. Mais Belotti en a fait quelques-uns des appels comme ça quand il est rentré aussi, le bossu de Notre-Dame. Belotti avec son gros dos, je sais pas si c'est des muscles ou... On dirait Tortank. On dirait qu'il a une carapace avec des lances un tatou. Un tatou, oui. Ouais, n'empêche, il fait un peu peur et c'est pas son tir au but qui va me rassurer, hein. Il était assez puissant, mais on pourra en reparler. Alors donc, on a parlé de Pedri, Christophe. Est-ce que tu veux dire un mot supplémentaire sur Dani Olmo, qui est un peu un de tes poulains en Europe et qui là a été placé dans un rôle similaire à celui qu'il a l'habitude de tenir, ou dans ce cas qu'il avait l'habitude de tenir à Leipzig quand Nagelsmann était encore le coach. Ça a très très bien marché et tu vas pouvoir nous parler même de la perception du match de Dani Olmo par les spectateurs, suiveurs de foot, téléspectateurs. J'ai l'impression que c'est l'exemple typique du mec qui est très très actif parce qu'il est bon justement, mais comme ses initiatives ne vont pas forcément au bout pour des imprécisions techniques, certains vont le trouver cata et d'autres vont le trouver très bon. Tu vas me dire que certains ont raison et d'autres ont tort. Oui, non, je sais pas. Non, mais c'est juste qu'en fait, dans mes mentions, il y a beaucoup de gens sur Twitter qui sont venus me dire que Olmo n'avait pas été bon. Je voyais même pas par où prendre le truc pour penser ça, parce que en fait, il est sur le but, il fait les décalages, il est ultra actif. C'est lui qui quand même contribue, je sais pas, pour 50 ou 60% au fait que l'Espagne domine. Elle aurait pu dominer de façon totalement différente et gagner la bataille de la possession de façon différente, mais en mettant un autre profil, t'aurais pas forcément eu ça. Donc d'ailleurs, l'entrée de Morata, c'est pas Olmo qui va longer la ligne de touche et Morata qui va en neuf. Il y avait vraiment une recherche de Olmo qui vient aider ses milieux au cœur du jeu. Mais encore une fois, au-delà de... Alors c'est un peu facile, mais je vais le faire quand même. Juste reprendre ce que j'ai dit après le podcast suivant le match précédent de l'Espagne, où Florent, alors il avait fait exprès de bien prendre des pincettes, de bien mettre les formes, mais sur le côté, et j'ai été tout à fait d'accord, Olmo n'avait pas été bon sur ce match-là face à la Suisse. Sur les débordements, les dribbles, les percussions, c'était pas forcément bien vu. Ses choix, et moi je dis oui, mais forcément, c'est un joueur d'axe, meneur, faux neuf, joueur de demi-espace. Là, il était dans ce rôle-là. Alors, je l'imaginais pas forcément à ce niveau-là non plus. Hein. Même si tout n'est pas parfait, il y a un moment où il y a un décalage sur une espèce de transition, mais c'en est pas vraiment une. Je crois que c'est juste une sortie de balle qui casse les lignes italiennes, mais où il a potentiellement un décalage à faire pour un centre en retrait. Il frappe à 20 mètres. Ça passe largement au-dessus. Enfin, voilà. Mais bon, ça va aussi avec l'activité. Quand tu touches énormément de ballons, c'est difficile de faire toujours les bons choix. Mais non, ultra actif et surtout, vraiment
terme que j'aime bien utiliser parce que ça fait très intelligent, le QI positionnel, quoi. C'est-à-dire qu'il ne dézone pas n'importe où. Il crée des vraies supériorités au bon endroit. Et là-dessus, tu vois, il y avait des articles, notamment dans The Independent, qui parlaient d'une espèce de milieu rotatif italien qui serait le futur du foot, machin. Pas bien compris où s'ils voulaient en venir et ce qu'ils avaient vu de vraiment rotatif et de vraiment mouvant dans le côté italien. T'as pas vu quand Verratti a fait des appels en profondeur pendant que Barella décrochait entre les centraux? Ouais, non, mais bon, il y a des fois... Pourtant, nous, on est quand même plutôt dans le genre à réinventer la roue qu'autre chose, mais il y en a qui vont encore beaucoup plus loin que nous sur voir des révolutions là où il y en a pas du tout. Mais clairement, ce truc-là, ça a rien d'absolument neuf, hein. Le mec, il est en pointe, il décroche. Je veux dire, Messi le fait depuis 8 ans. Mais c'est bien fait, et vraiment, il y a des moments où il joue totalement milieu, mais pas en cannibalisant la balle comme Messi en la remontant. C'est vraiment pour créer des supériorités numériques, pour combiner avec ses partenaires. Et c'est un peu dommage, en fait, que pour moi, tous les Espagnols sont bons sur ce match-là, sauf, je parle pas des rentrants, où il y a vraiment à boire et à manger, mais sauf Oyarzabal et Ferran Torres. Or, c'est les deux qui doivent normalement le plus profiter de ces appels, enfin des espaces qu'ils créent en étant en bout de chaîne, ceux qui vont occuper la dernière ligne en attaque et pouvoir exploiter les espaces. Et les deux, Ferran Torres avait mis des œillères. Vraiment, il voyait pas ce qui se passait autour de lui, et Oyarzabal était simplement pas adroit dans le dernier geste. Oui, parce qu'Oyarzabal, Flo, son match peut tourner sur le petit ballon piqué de Coquet, là, qui je crois est un ballon pour égaliser. T'as le petit ballon de piqué de Coquet, mais t'as surtout la passe de Pedri en tout début de match, où il fait un contrôle, il est seul face au gardien, et il rate son contrôle. Il a ces deux occasions qui sont des deux grosses situations finalement. Ouais, parce que la tête, il passe vraiment juste à côté, et pour le coup, on attendait de lui, quand tu l'avais évoqué lors du dernier épisode où on parlait de l'Espagne, de sa recherche de profondeur. Ouais. Bah, il le fait 2 fois, mais 2 fois il se rate. Et c'est ça qui est frustrant, parce que s'il le fait 2 fois et qu'il y a un but et une occasion qui est détournée par le gardien, on dit super match de Oyarzabal, il a apporté de la profondeur. Et bah, c'est ça. Pour le coup, il l'a apporté, mais il n'y avait pas l'exécution derrière, quoi. D'où le match assez, en effet, frustrant. Frustrant encore plus pour lui, hein, mais c'est vrai que, en fait, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'anomalie à la mi-temps, c'est que l'Espagne ne mène pas. Ouais. Et ça vient notamment d'Oyarzabal, et en effet, comme le disait Christophe, de Ferran qui décide de jouer seul, je crois, 2 situations où il a 2 ou 3 solutions autour de lui, il choisit la solution individuelle, notamment celle où il passe un dribble assez énorme quand même sur Jorginho, et je pense que derrière il s'enflamme un peu, et il tente la frappe, alors qu'il y a beaucoup mieux à faire, notamment sur sa droite, si mes souvenirs sont bons, avec Oyarzabal justement, je crois. Christophe, on continue de dérouler le match et on va parler de Federico Chiesa, qu'on apprécie beaucoup, on a vu du banc, mais comme je pense la plupart des gens qui ont regardé un peu des matchs de la Juve cette saison, notamment aussi parce que c'est un de mes sosies maléfiques, parce que quand il rit, il a l'air très méchant, il est très mauvais, il a bien rigolé un moment avec Luis Enrique, mais c'est un joueur qui est hyper agréable à voir jouer, je trouve, parce que pour le coup on parlait de Pedri qui est très élégant, parfois limite tranquille, tu te demandes s'il est à fond ou pas, autant Chiesa tu te poses pas la question, parce qu'il est toujours à 100-110%, et par contre il y a un espèce d'aspect, je sais pas, décisif chez lui, mais pas forcément, je veux dire, décisif, il veut marquer un but ou il va faire une passe D, mais tu sens que chacune de ses actions est faite pour faire mal, et ça peut paraître cliché, mais il y a peu de joueurs avec qui je ressens autant ce truc que lui, où tu sens vraiment qu'il est dans le défi permanent du mec qui est en face de lui. Alors c'est d'autant plus vrai quand il est à peu près dans la zone d'Aymeric Laporte, qui est une personne qui n'allait jamais l'air pressé en fait. Même quand l'Espagne est menée, il est là, il trottine avec le ballon. Enfin voilà, il est toujours, même sur son retour là sur le premier but, où il essaye de récupérer Eric Garcia qui décide de ne pas défendre. Là, ça fait quand même 2 interventions qui finissent mal, celle contre la Suisse. Croatie, contre la Croatie, pardon, la première, et celle-là contre l'Italie. La Suisse aussi, en fait. Et je sais pas, il y a un espèce de truc mystique autour d'Aymeric Laporte dans ses interventions qui finissent mal, je sais pas pour quelle raison. Mais sachant que là, c'est une intervention où, enfin, en fait, il joue super bien le truc, parce que Eric Garcia se fait prendre et Aymeric Laporte vient le sauver, et au final, ça retombe dans les pieds de Chiesa. Mais je veux dire, c'est 1000% la faute d'Eric Garcia là-dessus. Hein. Mais bon, il a pas, voilà, Aymeric Laporte peut peut-être la sauver de manière différente, mais bon, peu importe. Mais oui, pour revenir à Chiesa, qui est vraiment, lui, l'antithèse de ces joueurs, dont t'as l'impression qu'ils sont vraiment un peu, je sais pas, napoléoniens, ou voilà, très calme, très la tête droite, mais un peu au ralenti. Chiesa, lui, est toujours en mouvement, très actif.
En fait, ce que tu dis, ça se retrouve, j'ai l'impression, quand moi je regarde ces statistiques de balles touchées, etc., je me dis, j'ai l'impression de l'avoir beaucoup vu, et tu te rends compte sur certains matchs qu'il a touché genre 18 ballons. Et tu fais, ouais, mais il y en a qui l'ont touché 35 fois, t'as l'impression à la 60e que t'avais oublié leur existence. Et c'est vrai que quand il est là, tu le vois, et à dire sur la première période, j'ai pas énormément de souvenirs de lui, j'ai plus souvenir d'une là, par menace exemple, il touche qu'autre combien de chose. ballons selon toi sur ce match? Ouais, j'allais la poser, je l'ai. Alors attends, je regarde sa minute de sortie pour tricher. Il joue 106 minutes. 106 minutes, je sais pas, 38 ballons. 23. 23 ah bah, tu Ouais. vois. Bah, c'est un des mecs qui en touche le moins, je suis en train de regarder. Derrière lui, il y a Toloi, Immobile, Belotti, Locatelli, Pessina, Bernardeschi. Donc, parmi tout cela, il y a que Bernardeschi. Non, il y a aucun joueur qui joue autant que lui, parmi tous ces mecs. Après, c'est pas illogique qu'il se retrouve en bout de chaîne, parce qu'en deuxième mi-temps, l'Italie joue les transitions. Mais en première, l'Italie, quand elle ressort, s'oriente toujours de l'autre côté de Chiesa. Donc c'est normal au final qu'on l'ait très peu vu dans la construction. Qui touche que 6 ballons de plus qu'Immobile, alors qu'il joue quand même 45 minutes de plus. Ça peut. Ah oui, ça non, peut mais quand même ça, paraître étonnant. je suis d'accord. Mais il y avait une logique aussi par rapport au circuit italien, quoi. Mais oui, en fait, j'ai pas trop de souvenirs de lui sur la première mi-temps, voire limite jusqu'à son but, hormis l'aspect menace, c'est-à-dire que même quand il touche pas le ballon, tu vois qu'il fait l'appel, qu'il est dans la zone. Il y a aussi un truc où en fait souvent tu le vois, mais parce que il peut pas influer sur l'action parce qu'il y a hors-jeu, parce que l'Espagne quand même jouait super super bien le hors-jeu pour une défense aussi incompétente dans sa surface. La maîtrise des espaces très loin du but était quand même vraiment bonne. Mais c'est pour ça qu'ils jouent le hors-jeu, Christophe, c'est pour pas se retrouver dans leur surface. Oui, mais voilà, mais tu vois, t'en as qui jouent le hors-jeu parce qu'ils ont pas envie d'être dans la surface et qu'ils le jouent n'importe comment, quoi. Là, c'était quand même bien fait. Je préfère le souligner quand même parce qu'on est les premiers à taper sur cette défense qui est quand même pas une défense légendaire. Même le gardien où c'est parfois un peu compliqué. Là-dessus, c'était bien. Unai Simon, à l'appareil couverture de la profondeur, il le faisait, mais tu sens que c'est pas non plus dans ses habitudes, donc c'était un petit peu pile ou face à chaque fois. Mais Chiesa, entre la 55e et la 85e, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il touche le ballon, ça va être un grand bordel. C'est-à-dire, il va obtenir une faute. Alors, je pense qu'il en a obtenu moins que Daniel Mo quand même, qui a été fauché à un moment toutes les 30 secondes, mais il va tout droit, il va en biais, il peut te faire du départ arrêté et exploser tout le monde sur les 3 premiers appuis, il peut faire des longues courses sur des balles en profondeur. Alors, on en revient souvent à cette question malgré tout de l'attitude physique, mais ça s'accompagne à la fois d'un dernier geste. On le voit sur le but, on l'a vu aussi sur les matchs précédents, même en championnat, en Ligue des Champions avec la Juve, où c'était toujours quelqu'un d'ultra impactant, souvent sur des entrées en jeu. Mais voilà, sur la conduite de balle, il va très vite, mais le cerveau et les pieds vont aussi vite que les jambes. Donc ça, là-dessus, c'est quand même assez appréciable. Et puis c'est quand même un vrai talent d'avoir si peu de ballons, mais sur chacun des ballons d'être hyper énergique, tu vois, parce que dans la foulée de son but, il y a une autre action où il met le feu à la défense espagnole, là, il élimine 1, 2, 3 joueurs, je crois, dans l'axe, et il lance Berardi, qui dans un angle fermé, frappe sur Unai Simon, qui fait un arrêt de gardien de handball, qui m'a fait un peu peur, qui m'a fait un peu peur, où il baisse juste le genou pour bloquer la frappe. Même, j'ai rarement vu un gardien aussi nonchalant que sur cet arrêt. Bon, en fait, tu dis il peut bouger l'autre jambe peut-être ou ouais. Voilà, ou se baisser sur la balle. Oui, effectivement. Je sais pas, mais j'ai l'impression que chez Chiesa, il y a un truc de barre qui se charge. Tu sais, c'est comme quand tu fais des combos dans un jeu, plus tu fais des combos, plus tu peux faire des techniques et évoluer. Et lui, c'est un peu pareil, quoi. T'as l'impression qu'il monte en pression, il monte en pression, il monte en pression. Et que du coup, c'est un cercle vertueux où le gars derrière enchaîne des décalages, des prises d'initiative assez puissantes. C'est autant les joueurs comme ça, avec un style un peu dégingandé, c'est pas forcément les plus attirants et ceux que tu as en plus le plus envie de regarder, mais je trouve que chez lui il y a un truc un peu qui aimante, quoi, quand il joue. Déjà tu le vois que lui, même quand il touche pas le ballon, comme tu disais, Christophe, parce qu'il change tout le temps de rythme, et je pense que c'est plus facile de le voir aussi pour ses partenaires. Mais bon, il fait un très bel Euro et c'est sans doute pas fini pour lui. Donc on est à la 60e minute, Flo, l'équipe d'Italie vient d'ouvrir le score, elle mène 1-0 et c'est l'heure des changements puisque Alvaro Morata va remplacer Ferran Torres, alors que du coup de l'autre côté Berardi remplace Immobile comme on l'avait dit, et quelques minutes plus tard Gérard Moreno et Rodri vont remplacer Oyarzabal et Koke. De ces 3 changements, on va garder Morata, je pense, parmi les plus impactants, ce qui est, bon, ce sera effacé en partie par son tir au but raté, mais il fait une très très belle entrée, comme l'a dit comme l'a dit Christophe, avec notamment cette association avec Daniel Mo. Ouais, très belle entrée dans l'axe. D'ailleurs, ce qui est marrant entre guillemets, c'est son décrochage sur le but. Il décroche à l'origine comme Olmo décrochait jusque-là en fait entre les milieux italiens, et ensuite il trouve Olmo qui lui remet, etc.
très belle combinaison entre eux qui a pris de vitesse la défense italienne. Et oui, après il s'est démené sur le front de l'attaque, mais comme il avait fait sur les matchs précédents. Mais c'est vrai que beaucoup d'appels, Flo, dans la profondeur aussi. Ouais, beaucoup d'appels, mais c'est vrai qu'à côté, en fait, il se démène, mais c'est pas non plus, j'ai pas trouvé non plus son entrée incroyable, mais c'est surtout que par rapport aux autres entrants, c'est là qu'il y a pas photo, quoi. C'est-à-dire que lui a eu un impact. Si tu prends les autres entrants côté espagnol, je vais tous les citer rapidement. Donc t'as cité Gérard et Rodri. Ensuite il y a Marcos Llorente qui rentre latéral. Il y a Thiago plus tard en prolongation et Pau Torres évidemment à la place d'Eric Garcia qui avait des crampes en fin de match. Mais voilà, je veux dire, Morata, son entrée c'est 7 sur 10 peut-être. Mais les autres dépassent pas les 4, je pense, en termes d'impact sur le match, etc. Ce qui est dommage, parce qu'en théorie, c'était une de tes forces, c'était la richesse de ton effectif. On se disait, ils ont quand même des joueurs intéressants, pas forcément offensivement, mais au milieu et derrière, tu disais, bon, Marcos Llorente et Thiago, ça doit envoyer. Ou du moins le fait que celui-ci soit assez homogène. Voilà, alors qu'à l'inverse, le banc italien est quand même un cran plus faible que le 11 titulaire, et on l'a vu aussi d'ailleurs. Ah bah alors ça va être le credo et le moment de Christophe. Ça va être le mien aussi, parce que je pense que l'Italie passe tout près de s'en vouloir pas mal. Alors, tu peux toujours te dire que les joueurs sont cramés, mais par exemple, Christophe, je déteste quand les entraîneurs font sortir leur meilleur joueur et celui qui peut un peu te sortir de situations difficiles. Là, c'est le cas avec Verratti qui sort à la 74e. Emerson est remplacé par Toloi. Quelques minutes plus tard, Barella et Insigne sortent, ils sont remplacés par Locatelli et Belotti. Alors, je peux entendre l'argument du physique, et on n'a pas prétention à donner des leçons aux coachs qui sont là-haut, c'est beaucoup plus difficile que nous, notre métier, d'être dans une chaise en train de parler de foot. Mais tu vois, dans un moment si difficile, le fait d'enlever la plupart de tes meilleurs joueurs et ceux qui te permettent de ressortir sous pression comme Verratti et Insigne notamment, j'ai toujours eu peur, et j'ai eu peur d'ailleurs, vu le scénario du match, que l'Italie s'en morde vachement les doigts en prolongation, en étant incapable de faire quoi que ce soit. Et peut-être qu'après tu me diras, finalement c'est plus la faute de l'Espagne qui a pas su punir à ce moment-là, mais il y avait du Peckerman à nouveau chez Mancini, je trouve, sur cette fin de match. Moi, à la place de Verratti, j'aurais fait rentrer Sissoko. Non, non, mais c'est vrai que... Non, mais Locatelli, par contre. Non, mais oui. T'avais déjà un format de milieu. C'est ce que j'allais dire. En fait, le changement Pessina, je le comprends pas parce qu'encore une fois, on n'a pas tous les éléments. Là, on est en train d'enregistrer 1h du matin. On n'a pas forcément regardé les news. Si ça se trouve, il y a un truc qui a déjà émergé ou qui va sortir sur Verratti blessé. Hein. Donc là, voilà. Il est revenu très très vite pour l'Euro aussi. Hein. Donc ça se trouve, le mec Mais c'est vrai que le choix de Pessina me surprend dans les profils, mais de manière générale, je trouvais que la gestion des remplacements des deux côtés était assez étonnante. Je suis le premier à dire que les plans de jeu de base, vraiment tout le travail en cours de semaine est vraiment top. Autant c'est vrai que les adaptations en cours de jeu, c'est vraiment l'inverse de l'ami Allegri, où vraiment je comprends rien à ce qu'il veut faire pendant un match de foot. Enfin, je vois pas quelle est son idée du jeu à part mettre la meilleure joueur. Par contre, dès que son équipe, il y a un truc à corriger, il le corrige direct, quoi. Ça, c'est vraiment l'extrême inverse. Il arrive toujours à bien sentir les changements. Ce que fait bien Hjulmand, le sélectionneur du Danemark aussi cet été. Parce que le mec change de système 2-3 fois par match. Christensen monte, redescend, remonte, redescend. Donc le mec il est tout le temps en train de corriger des choses. Sachant que Hjulmand a lui aussi en plus un véritable plan très précis. Donc lui il a vraiment toutes les facettes. Mais bon, il n'est pas la même carrière qu'Allegri ou autre. Donc c'est vraiment pas forcément pour comparer tous les aspects du métier d'entraîneur avec la gestion des égos, tout ce qu'il peut y avoir. Mais en fait, le profil de Pessina, qui est assez bizarre, en fait, c'est un profil assez bâtard, j'ai du mal à lui trouver d'énormes qualités. De tous les cas, il n'était pas censé être là, c'était Sensi qui était pris au départ. Mais autant Locatelli fait quand même pas mal de choses, un peu dans le registre de Verratti. Raphaël, tu le connais très bien, du côté de Sassuolo, il peut aussi être devant la défense, ressortir les ballons. Il a pas forcément le premier dribble de Verratti, il va être un peu meilleur pour se projeter dans les espaces, une meilleure frappe de balle de loin, mais globalement c'est quand même quelqu'un qui est le créateur reculé, en tout cas le mec qui remonte les ballons d'une équipe de possession, qui relance tout au sol, donc du coup a l'habitude de prendre la pression. Pour moi c'est un Rodri en beaucoup plus fun. Ouais, non, tout à fait. Et que moins une allure d'antilope fatigué ou de girafon. Non, de girafon. 7 € avait commencé par des animaux, il finira par des animaux. Ouais, non, mais non pas les antilopes à ça. Plutôt une girafe neurasthénique. Mais
Alors que j'aime bien Rodri, hein, mais bon, parfois il m'énerve. Pessina, en fait, à l'Atalanta, il est très bizarre parce qu'il arrive en bout de chaîne. Il peut jouer. Il a parfois été un peu au milieu de terrain, dans l'espèce de double pivot, enfin un peu plus bas. Mais sinon, il est espèce d'ailier ou faux neuf, ailier d'un côté ou de l'autre, ou 10. Mais en gros, il intervient que dans le dernier tiers. Ouais. C'est un joueur de devoir, mais de dernier tiers, en fait. En fait, la logique, ça aurait été de faire Verratti, Locatelli et Barella, Pessina. C'est là que en termes de profil, tu vois. Ça dure que 10 minutes, hein, parce que je pense que Mancini finalement se dit peut-être, ou alors il avait une idée pendant 10 minutes, on sait pas laquelle. Mais en termes de profil, c'est limite le Verratti Pessina, c'est un changement offensif alors que t'es dans la merde et tu dois conserver un score. Ouais, Ouais, c'est ça, ouais. Vraiment, pour moi, Pessina, sa grande qualité, c'est tu mènes au score, enfin, tu continues à avoir la possession, tu t'installes dans le camp adverse, tu le fais rentrer pour pouvoir presser à la perte et te dire il y a un ballon qui traîne, lui il va faire les appels, il va se donner, il va peut-être conclure. Mais en fait, j'ai jamais trouvé que ce joueur-là, qui est un peu quand même sorti nulle part, il a vraiment gravi les échelons, je l'ai jamais vu bonifier une équipe en fait. C'est-à-dire il peut récompenser les temps forts, il peut vraiment participer à un effort collectif, mais c'est sûr que c'est pas lui où je suis un peu en galère, je vais le faire rentrer quoi. Je l'ai jamais vu spécialement changer positivement un match, je lui trouve pas un talent incroyable. Donc bon, après, voilà, c'est tout. Il est rentré, il a fait du mieux qu'il pouvait. Et pareil, l'entrée de Toloi. Alors j'adore Toloi vraiment. Pour l'utiliser comme ça, là aussi, c'est pas scandaleux encore une fois, hein, mais c'est pas forcément un choix où tu me dis sur papier c'est pertinent au-delà de ce qui s'est passé sur le terrain. Parce que moi, voilà, c'est quelqu'un qui est dans une équipe qui a la balle, il est central, excentré, il fait ses percées, il va combiner avec le latéral, il va beaucoup se projeter. Là, pour défendre un score en bloc relativement bas, est-ce qu'il a vraiment des qualités pour tenir ça? J'avoue que là aussi, ça m'a un petit peu surpris, même si Emerson n'est pas très bon défensivement. Ouais, mais je l'ai trouvé pas mal sur le match Emerson pour un mec qui a pas joué de la saison et qui là ne devait pas jouer l'Euro. Enfin, ne devait pas jouer titulaire, je veux dire. Après, les options sur le banc italien, je les regarde, là, les autres, celles que... C'est ce que peut-être Flo t'allais dire. Voilà, il a choisi les moins mauvaises, on va dire, parce que les autres, c'est même un cran sur du Florenzi, quoi. Florenzi, Cristante, et après t'avais Acerbi et Bastoni, je crois, ouais. À part les gardiens qui restaient sur le banc. Donc en effet, oui. Bon, si tu veux faire souffler, t'as pas 1000 possibilités sur les joueurs qu'il a fait rentrer. Juste, moi, j'aurais pas sorti aussi vite Verratti et Insigne, par exemple. C'est pas, je les aurais gardés 15 minutes de plus. Et si tu te fais rejoindre dans la 91e et que les mecs sont cuits, bon bah à ce moment-là peut-être tu changes. Mais bah, c'est ça le problème, c'est que au moment où tu les sors, ou en tout cas non, au moment où tu sors Verratti, parce qu'Insigne sort après l'égalisation. Mais au moment où tu sors Verratti, en fait, en plus, je sais même pas si tu le sors pour blinder, puisque comme Christophe le disait, tu mets Pessina. Mais en fait, tu te mets déjà à la faute au cas où justement il y a un changement d'état du score en fait. Au cas où l'Espagne égalise. Au cas où l'Espagne égalise, t'as peut-être plus besoin justement d'un Verratti pour peut-être reprendre un peu d'initiative, surtout si le pressing adverse un petit peu se relâche dans les dernières minutes. Et en fait, en perdant Verratti, tu fais disparaître cette possibilité-là, quoi. D'avoir un gars qui, dans les dernières minutes, face à des Espagnols un peu fatigués, aurait pu peut-être tout seul sortir de la pression et permettre à l'équipe de lancer des Chiesa ou des Berardi vers l'avant, quoi. Alors, ça, c'est vrai que perdre ça, mais je pense pour le coup que on verra, hein, mais que c'était vraiment une question de fatigue et de réservoir vide, quoi, pour lui. Ça me surprendrait pas. Sinon, je vois pas pourquoi. Est-ce que Flo, Roberto Mancini n'a pas été soulagé par la relative inaction du staff espagnol en prolongation? Entrée de Thiago à la 106e, entrée de Pau Torres physique, entrée médicale, parce que Eric Garcia ne pouvait plus jouer au foot. Est-ce qu'il n'y a pas et pourtant on a loué le projet Enrique qui franchement cet été a proposé une équipe super sympa, et c'est vrai qu'en termes de projet collectif, de principe de jeu, c'était très très fort, et même ce match-là ils peuvent le gagner et on dirait bravo Enrique, on le dit quand même. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de regret sur comment se passe la prolongation, de pas voir certains joueurs peut-être un peu plus offensifs, un peu plus individuels pour le coup? On a parlé d'Adama à chaque fois, mais vous pouvez penser à un Fabien Ruiz qui peut être inspiré de temps en temps aussi. Ouais, de loin, à mi-distance par exemple, Fabien Ruiz. Oui, voilà, sur ce moment-là du match, est-ce que l'entrée de Thiago c'est assez par rapport à ce qu'aurait pu faire Luis Enrique sur cette fin de match? Bah, surtout quand tu vois l'entrée de Thiago en elle-même, quoi. Oui, alors ça, tu peux pas prévoir une entrée comme ça. Je pense que même... Ça, c'est autre chose, mais oui, bah, tu vois, en fait, l'Espagne alors autant, sur la première mi-temps de la prolongation,
Ils font 3 tirs, 2 cadrés, ils ont 80% du ballon, ils ont 0,14 expected goals, donc c'est pas non plus la folie. Mais sur la deuxième mi-temps de la prolongation, ils ont 70% du ballon, mais il se passe plus rien. Mais vraiment plus rien. Alors, je me dis que ce changement d'Eric Garcia plombe peut-être la dernière idée qu'aurait pu avoir Luis Enrique. Oui. Mais la question que tu peux te poser, c'est est-ce que sur la physionomie du match, sur les dernières minutes, Tu peux mettre Rodri derrière. Est-ce que tu sentais l'Italie vraiment capable de ressortir et de te claquer un deuxième but, en fait, à 1 partout. Autant, à 1-0, il y a presque plus de situations de 2-0 Italie que d'égalisation espagnole. En revanche, à partir du moment où il y a l'égalisation espagnole et surtout que tu pars en prolongation, je sais pas comment vous avez ressenti le truc, mais ouais, moi je me suis dit en voyant le match, il n'y a pas de changement capable de faire basculer la rencontre et les Espagnols vont sans doute s'en mordre les doigts parce que je pense qu'au moment des tirs au but, les Italiens sont plus contents que les Espagnols. Oh, d'ailleurs, il suffisait de voir Chiellini au moment du toss avec Jordi Alba. Il était trop content d'être là, il était vraiment ravi. Ouais, non, mais oui, ouais. je suis assez d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'on n'a pas senti sur les 5-10 dernières minutes une équipe qui pousse pour éviter les tirs au but, comme ça a été le cas d'autres. Même l'Ukraine avait plus poussé finalement contre la Suède que là l'Espagne contre l'Italie. Christophe, est-ce que tu veux parler de cette deuxième partie de prolongation ou nous lancer le débrief des tirs au but? Bah en fait, la deuxième partie de prolongation, je la trace dans une ligne directe de la première partie de prolongation qui est quand même marquée par un certain ennui de ma part et je pense de beaucoup de gens. C'est vraiment, tu vois, je comprends l'idée du contrôle de l'Espagne qui a peut-être, je sais pas, potentiellement plus à perdre, même si les statistiques favorisent quand même pas les équipes sur le côté on va gagner 2 séances de tir au but de suite, ça n'arrive quasiment jamais. On peut peut-être se dire on a plus à perdre en attaquant qu'en restant prudent, parce que dans tous les cas, en faisant circuler le ballon proprement, face à un adversaire qui a beaucoup couru après la balle, qui va se fatiguer, on va peut-être avoir une occasion sans se découvrir, juste avec une passe intérieure de Pau Torres, d'Aymeric Laporte, et un relais d'Olmo, tu peux arriver à 30 mètres du but, et pourquoi pas obtenir un truc, un centre. Mais j'avoue que j'étais un petit peu étonné, parce que moi, c'est ce que je vous ai dit d'ailleurs, dès la 90-95e, je sais bon, ok, tir au but et qualification d'Italie. Alors j'ai pas toujours raison, mais là en tout cas c'est vraiment la lecture que j'avais de la situation. De base, dès l'entrée de Rodri, j'étais quand même assez pessimiste parce que je me disais forcément soit dans tous les cas il va laisser Rodri jusqu'au bout et il y a soit ça sera redondant avec Busquets, sachant que Busquets fait beaucoup plus de passes vers l'avant intérieur que Rodri, soit il va sortir Busquets à un moment pour mettre un autre profil et je me suis dit mais il va mettre qui? Il va mettre Fabian Ruiz ou Thiago. Tu vas pouvoir faire des bonnes passes hautes, mais tu vas pas amener le déséquilibre que là, sur le banc, à partir du moment où tu titularises, Ferran Torres, les deux seuls qui peuvent, au coup d'envoi, remplir un peu cette fonction, c'est soit Marcos Llorente positionné un cran plus haut, soit Adama Traoré. C'est bon, c'est sûr qu'il y a pas non plus un milliard de dribbleurs, il y avait des Brian Riel ou d'autres potentiellement que tu pouvais intégrer à cette sélection qui ne sont pas là, donc bon, tu n'as pas ces milliards de profils qui peuvent récompenser des dominations, mais là j'avais l'impression qu'en gros t'étais à 8,5 sur 10 sur l'échelle du contrôle et que t'as voulu absolument passer à 9,5 face à un adversaire qui dans tous les cas ne pouvait pas te le disputer. Donc vraiment prolongation vraiment déçu. Franchement, j'imaginais que l'Espagne pouvait avoir une vitesse supplémentaire et vraiment rentabiliser. Là, c'était pour moi de la mauvaise possession, même si l'adversaire faisait rien pour t'ouvrir les espaces et pour te la contester. Et donc, on arrive au tir au but où, oui, non, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais laisser Florent débuter. Parce que vraiment beaucoup de choses à dire. Juste comme ça, les premières choses qui me viennent avant vraiment de rentrer dans le détail, c'est à la fois donc ce tirage au sort où j'ai l'impression que Jordi Alba demande à tirer en deuxième. Je sais pas si Chiellini l'a rendu fou, s'il était bourré ou autre. Et on est quand même sur des statistiques 60-40. Je crois que c'est plus une question de quel côté. Mais normalement, tu choisis le côté, espagnol. Tu choisis le côté, et si t'as pas le côté, tu choisis l'ordre du tir, non? C'est pas ça? Ouais, je crois que c'est ça. Alors, je sais pas, j'ai vu des gens qui débattaient sur Twitter de comment ça se passait, quelles étaient les règles, et c'est vrai c'est rare qu'on se pose la question parce que j'ai l'impression qu'en fait, Chiellini, en souriant et en étant très chaleureux et très rigolo, a
et escroquer tout le monde. Je sais pas, parce qu'il y a un moment, Alba, il comprend pas ce qui se passe, il a l'air de dire, mais non, je veux pas, enfin, pourquoi ça se passe comme Oui, ça en tout cas, il était pas dans la rigolade, Jordi Alba, pour le coup. Non, il y avait deux conceptions de la préparation pour une séance de tir au but, ouais. Deux salles, deux ambiances. Complètement, ouais. Chiellini, il a pas du tout read the mood, quoi. Il en avait rien à foutre. Non, mais super jovial. On va pas trop s'apesantir là-dessus, du coup, parce qu'on n'est pas 100% sûr, mais j'ai vu notre ami Elias Baïf tweeter que c'était faute professionnelle le tir en deuxième, donc je pense que ça demandait à tirer en deuxième, comme en tout cas c'était le cas, ça c'est sûr. Manchester qui tire en deuxième face à Villarreal, alors je crois que les stats c'est 60-40, les victoires des équipes qui tirent en premier, en tout cas il y a un vrai biais là-dessus. Donc ça c'est le premier truc, et les deux autres petits, c'est un Unai Simon qui fait de plus en plus n'importe quoi, mais là ça paye pas, parce qu'il fait vraiment une semi-Landreau en se mettant, ou l'Arseneur, en se mettant vraiment bien d'un côté sur le tir au but de Bernardeschi, mais il prend quand même une lucarne de ce côté-là. Et par contre, dans l'autre sens, il prend un but de Jorginho, alors que Jorginho est encore en l'air avant de tirer, et que tout le monde sait qu'il faut pas lui donner d'indication, parce qu'il se base beaucoup sur l'attitude de gardien pour ouvrir son pied ou le fermer. Donc voilà, beaucoup de choses étonnantes là aussi sur la séance de tir au but, des très hauts, des très bas. Ouais, sacré penalty de Thiago aussi. Oui. Un peu comme Jorginho, justement. Dans l'angle du pied, la maîtrise du truc, c'était pas mal. Ouais. Mais c'est limite s'il l'a pas fait rouler avec la tête très tranquillement jusqu'au but. Comme elle a une tête. Mais tu vois, le livre, dont j'ai oublié l'auteur, mais qui s'appelle Ben Littleton, 9 Yards. La solitude du tireur de penalty. 11 Yards, je crois, c'est ça, 11 Yards, qui donc raconte et explique quelles sont les meilleures façons de tirer un penalty. Je suis encore surpris qu'il y ait pas que ce soit pas une lecture obligatoire pour les coachs et les staffs, parce que par exemple le tir au but de Morata, l'arbitre a sifflé que paf, le mec déclenche sa course d'élan, et je suis sûr d'avoir lu que c'était très très négatif de partir trop vite après le coup de sifflet. Les mecs avaient fait une étude, c'était souvent parce que les mecs étaient stressés et voulaient s'en débarrasser et faire vite, et que ça ne marche pas. Et du coup Morata, vraiment il faudrait revoir la séance, mais si vous avez l'occasion de la revoir, ça m'a surpris à quel point il perd vite. D'habitude, il y a 2-3 secondes, les mecs font une pause, se replacent, préparent leur course d'élan, regardent un peu le gardien, et lui, il est parti, il a enchaîné, quoi. Il a regardé l'arbitre, paf, sifflé, hop, j'y vais. Il est très très mal tiré, d'ailleurs. Enfin, en termes de hauteur et de zone visée, c'est vraiment le genre de penalty de tir au but qui est arrêté. Donc, au-delà de l'exécution du geste technique, je pense qu'il y a une préparation qui est parfois un peu oubliée, même si, évidemment, une fois que t'es en stress devant 60 000 personnes et que c'est une demi-finale d'Euro, je sais pas si t'as le temps de te souvenir de ce que Ben Littleton écrivait dans le bouquin. Mais c'est peut-être un truc à travailler. Et par contre, Unai Simon, on est tous les trois d'accord qu'il n'avait pas vu de penalty de Jorginho avant. Oui. Après, Jorginho parfois n'a pas sauté. Assez récemment, comme Bruno Fernandes, ils ont un tout petit peu mixé. Mais à partir du moment où tu vois sa vitesse et qu'il commence à faire le début du bond, en fait, son bond, il reste quand même un moment en l'air. Donc quand tu vois qu'il fait ça, tu fais « Ok, il fait le bond. Donc du coup, je bouge pas. » Moi, c'est même pas qu'il se couche, là, qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand il se relève, il fait un geste du bras, genre, mais on a le droit à ça, enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Là, j'avais l'impression qu'il avait applaudi, moi, je me posais la question. Genre, la balle est pas encore rentrée, il y a une image quand même, on voit que la balle est encore en train de rouler et qu'il est déjà en train de lever la main pour faire un geste, mais je sais pas s'il est dégoûté ou si... j'ai l'impression qu'il est pas dégoûté, qu'il est juste confus. Qu'il sait pas ce qui s'est passé, et c'est quand même, enfin... J'ai l'impression que c'est un des gestes qui est maintenant les plus connus du football de 2021, c'est les penalties de Jorginho, ceux de Bruno Fernandes aussi. Penalties que j'aime pas trop, mais qui sont très efficaces. Et j'ai l'impression qu'Unai Simon, il était sur la règle d'il y a 15 ans, quand Luis Figo avait commencé à faire la même chose et que ça avait été annulé. Il y a même 20 ans de ça. Je sais pas, c'était un peu curieux. Et bon, ça n'empêche pas qu'il en sort quand même un sur la séance, celui de Locatelli. Donc ça aurait pu aider. Parce qu'il y a celui de Dani Olmo dont on n'a pas parlé aussi, mais... qui a imité Simone Zaza d'il y a 5 ans, Flo. C'est un peu dur pour Olmo, je trouve. Hein. Elle passe quand même pas très loin la lucarne. La course d'élan est pas la même. C'est pas la même course d'élan, surtout. C'est pas la même préparation, parce que les échauffements de Simone Zaza aussi, c'était très très tranquille. Après, cette séance ne vaudra pas celle de Copa América qu'on a pu voir il y a quelques jours. Pérou-Paraguay sur Pérou-Paraguay, en effet, quart de finale. Séance de tir au but qu'on recommande à tout le monde, d'ailleurs. Oui, avec le match où André Cario aurait dû marquer pour me faire passer un pari. Bon, d'ailleurs, Flo, tu n'as pas passé ton pari, parce que c'était l'Italie gagne la deuxième mi-temps, à 10 minutes près. C'est dommage. C'est ça. On pourra en reparler tout à l'heure. Quel bilan on fait de la compétition espagnole rapidement, messieurs? On en a déjà un peu parlé. S'il fallait
pas forcément donner une note, mais une image, un smiley, Christophe, ce serait quoi? Un smiley souriant, un smiley tête basse, un smiley ravi. Tu sais, comme quand tu sors des toilettes de la SNCF et que tu dois taper sur un smiley, tu tapes sur lequel? Il n'y a pas un smiley, point virgule et parenthèse pour faire un petit clin d'œil. C'est le seul smiley que je connais. Non, je ne sais pas, moi, un smiley, ta question est très étonnante. C'est un tournoi qui est très bizarre parce qu'il se termine sur sans doute ton meilleur match. Bon, la Slovaquie, j'en avais parlé, comme de tous les matchs, on en a tous parlé dans ces émissions, mais bon, c'était difficile vraiment d'appréhender le niveau slovaque. Même si, avec le recul, on se rend compte quand même que tous les matchs avec Busquets étaient vraiment bons avec l'utilisation du ballon, dans la création d'espace, et que donc les deux premiers sont peut-être pas des anomalies, mais qu'en tout cas, tu peux te dire que tu n'avais pas forcément ta meilleure configuration, même si encore une fois, de dépendre d'un joueur qui doit être né en 88, je crois qu'il me semble qu'il a 33 ans. Bon, ça sera viable sur la Coupe du Monde l'année prochaine, après il faudra sans doute trouver un remplaçant, mais oui, c'est paradoxal de sortir, d'être éliminé sur ce qui est sans doute ton meilleur match. Il y a beaucoup de choses qui sont très prometteuses, ne serait-ce que en fait ta structure en possession, ta manière d'étouffer l'adversaire, ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où tu es capable de dominer tout le monde, en tout cas de faire que tu veux avoir le ballon, tu veux être dans le camp adverse, c'est arrivé. Déjà ça, c'est quand même très intéressant, parce que cette équipe, du coup, sait dans quelle direction elle veut aller, et quelles sont les deux choses à améliorer. Enfin, la chose à améliorer, mais des deux côtés, c'est la gestion des surfaces, quoi. Est-ce que tu peux... Mais je pense que vraiment, là, on sera sur un questionnement. À quel point, c'est pour faire un petit peu la suite de ce que je disais tout à l'heure, à quel point t'es prêt à sacrifier certaines choses pour en avoir d'autres. C'est-à-dire que là, concrètement, t'as deux défenseurs qui sont très bons relanceurs, surtout un, Laporte, qui est l'un des meilleurs du monde, peut-être même dans les 15-20 meilleurs de l'histoire dans son utilisation du ballon. Hein. Faut vraiment faire comme nous, voir les matchs des années 90-2000 pour se rendre compte que, à part Laurent Blanc, la moitié des défenseurs des années 2000 qu'on loue savaient pas faire une passe. Donc là-dessus, est-ce que tu gardes ce côté-là, ou est-ce que tu prendras, alors peut-être pas pour Laporte, mais genre pour Garcia, quelqu'un qui te défend un peu mieux mais qui utilise un peu moins bien le ballon. Et je pense que ça sera pareil pour certains autres postes. Est-ce que tu mets genre que des gens qui sont vraiment très bons avec la balle mais pas forcément finisseurs, ou est-ce que tu te dis, bon, il faudrait le trouver, hein, mais est-ce que je mets, je sais pas, Rafa Mir par exemple, qui est plutôt un finisseur, je le mets lui dans la surface, tant pis s'il combine un peu moins bien que les autres, juste la partie combinaison, création sera assurée par d'autres, et lui sera vraiment sur l'aspect finition. À partir du moment où t'as pas des Torres Villa qui en 2008 sont totalement injouables, et qui du coup règlent un petit peu la question de la finition, et bon, tu construis ton équipe un peu autour d'eux, je pense qu'il y aura vraiment des questions à se poser sur, pareil, Ferran Torres, il sait actuellement quasiment pas faire une passe, mais c'est un joueur de déséquilibre. Est-ce que tu rajoutes un joueur d'équilibre, ou alors est-ce que tu le gardes lui, en sachant qu'il a des limites dans sa capacité à voir ce qui se passe autour de lui. Donc il y a des vraies interrogations, mais il y a une base qui était quand même pas donnée pour Luis Enrique, qui a objectivement pas pris les meilleurs joueurs espagnols, et qui a vraiment misé sur la construction d'un groupe et de joueurs répondant à des besoins précis pour son projet de jeu. Je vous lis une déclaration de Luis Enrique là, qui est sortie il y a une petite heure de ça, donc juste quand on a démarré l'enregistrement. J'imagine que c'était en conférence de presse après le match. Avez-vous remarqué le tournoi que Pedri a fait? Oui, on a vu quand même, Luis, oui, je pense que tout le monde a vu. Je n'ai jamais vu un garçon de 18 ans jouer comme j'ai vu Pedri dans ce tournoi, même pas Don Andrés Iniesta, c'est un truc de fou, il faut bien s'occuper de lui. Oui, il va être cramé mi-août, donc je suis pas sûr que ça commence très très bien, cette prise en charge de Pedri. Mais ouais, en fait, on a tous vu, et c'était assez fou. Dire qu'il aurait pu faire l'Euro Espoir il y a quelques semaines, ça aurait été fun de le voir jouer contre des joueurs un peu plus faibles. Il sera élu meilleur joueur des JO. Mais est-ce qu'il sera déjà pas élu meilleur joueur de l'Euro? Je sais pas. Hein. C'est toujours le vainqueur, je crois. Ouais. Oui, non, mais j'imagine que si c'est un Anglais, ce sera Sterling, et si c'est un Italien, ce sera Verratti ou Jorginho. Ouais, si c'est un Danois, ce sera bonne question, tiens, si c'est un Danois. Højbjerg? Damsgaard? Meile. Ah, Meile, ouais, sans doute. On verra ça. Voilà, moi je pense qu'on peut finir là-dessus. Juste un petit mot quand même. Oui, vas-y, Christophe. Je vois que Florent a l'air dépité, mais on a quand même deux équipes qui aiment... Oh non, il est pas dépité, il s'attendait juste à passer au pari. Deux équipes qui aiment bien avoir le ballon, construire, et qui ont des gardiens qui savent pas très bien utiliser leurs pieds, quoi. Je parlais juste avant... alors dans des termes très
très amélioratif, très laudateur de la façon dont avait Laporte d'utiliser ses pieds, que je trouve vraiment hyper intéressante, sur des demandes qu'il n'y avait pas dans le foot il n'y a pas si longtemps. Le jeu au pied de Donnarumma, d'Unai Simon n'aurait pas posé souci, parce qu'on leur demandait pas de faire des relances sous pression et de prendre des initiatives avec tous leurs partenaires marqués. Maintenant, le plan espagnol ne vit peut-être pas, en tout cas n'est pas aussi pertinent si Donnarumma sait mieux utiliser ses pieds, s'il est plus à l'aise, et c'est quand même quelque chose qui peut être une limite si tout le monde est pris en individuel et que ton gardien ne peut pas apporter ce plus 1, comme le faisait Onana à l'Ajax par exemple, en s'insérant vraiment très haut en possession. Et ça peut être une autre limite demain, parce que Schmeichel et Pickford, c'est pas beaucoup mieux. Oui, Schmeichel, ça a failli coûter cher contre les Républiques tchèques. Hein. Il y a eu quelques séquences de pressing de la République tchèque où ça aurait pu payer. D'ailleurs, tu as cité Onana, Christophe. J'ai vu passer sur Twitter des discussions à savoir est-ce qu'il faut mieux avoir Lopez ou Onana parmi le public lyonnais. Je pense que les gens n'ont pas vu Onana jouer pour se poser la question. C'est quand même Déjà au pied, je pense que c'est dans le jeu court le meilleur d'Europe. Parce que dans le jeu court, c'est meilleur que Ter Stegen ou Neuer, par exemple. Peut-être Ederson, ça se bagarre avec Ederson sur le jeu court, Christophe, à mon avis. Ouais, enfin Ederson, moi je préfère parler de son jeu très long. Non, dans le jeu court, c'est difficile, parce que déjà c'est le seul à s'insérer vraiment entre les deux centraux sur des phases de possession. Et puis en plus, Bosch veut plutôt jouer dans cette philosophie-là avec un gardien qui peut sans ballon couvrir 50 mètres, quoi. Ouais. Et sur le jeu mi-long, c'est pas mal non plus. Hein. Donc si on parle que jeu au pied, c'est aussi un bon gardien sur le plan défensif, mais rien que son jeu au pied, ça le fait passer un cap parmi les bien meilleurs d'Europe sur ce plan-là. Et quand tu vois comment le Leverkusen ou l'Ajax de Boss jouait, ça peut être utile. Ou sinon, il va falloir que Anthony Lopez fasse un peu ce qu'a fait Unai Simon, se faire violence et essayer d'exister dans une équipe qui s'appuie pas forcément sur ses qualités premières. Quitte à se rater. On verra ça. Quitte à se rater, ça arrive. On pense à Alisson Becker, on espère que ça va mieux se passer la saison prochaine. On peut passer au pari avec notre partenaire PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Nos paris où vous allez devoir innover puisqu'il ne reste qu'un match pour l'épisode de demain, c'est Angleterre-Danemark et on va commencer par ça. Florent, l'ordinateur humain, tu as un pari buteur sur des joueurs que j'aime souvent appeler les frigos américains, mais là c'est même plus un frigo américain, c'est un frigo d'un pays, si l'Amérique avait fusionné avec je sais pas quel autre pays fasciné par les calories, les Samoans peut-être, ou les Fidjiens. Vas-y. Oui, chose très simple, je l'avais déjà tenté un peu plus tôt dans l'Euro, mais le pari n'était pas passé parce que Maguire n'avait pas joué d'ailleurs le match, il me semble. C'est donc un but de Harry Maguire face au Danemark, pour une raison simple, c'est que l'Angleterre évidemment est forte sur coup de pied arrêté, on le sait. Et la deuxième raison, c'est que j'ai revu pour Copa Arena dans un papier qui est sorti aujourd'hui, ce mercredi matin, pour préparer le match, j'ai revu les rencontres de Ligue des Nations, et les Anglais sur ces rencontres-là se sont créés pas mal de situations sur coup de pied arrêté, notamment le match retour à Wembley où Mount et Cody ont les deux grosses occasions anglaises sur coup de pied arrêté. Donc voilà, cette supériorité possible des Anglais sur phase arrêtée qui pourrait permettre à un Anglais de marquer. Bon, je vais sur le plus probable parce que c'est en plus généralement c'est le gars qui est utilisé comme étant la cible de toutes les combinaisons. On fait une combinaison mais c'est Maguire qui est là pour mettre la tête à la fin. Donc ça avait payé face à l'Ukraine, et puis pourquoi ça ne payerait pas face au Danemark. Et le but est coté à 8, sachant que le but de la tête aussi est coté à 9,50. Voilà. Mais je pars sur le but normal, à 8. Christophe, à ton tour, quel est ton pari sur Angleterre-Danemark ? Pari qui m'attristerait beaucoup parce que ça m'embêterait de perdre le Danemark, mais qui est que l'Angleterre va l'emporter 1-0, 2-0 ou 3-0. C'est à 2,30, c'est un pari, Raphaël, que tu aimes bien faire, qui mise sur le fait, globalement, on va le dire, de gagner sans encaisser. Alors tu me diras, il y a cette fameuse variable qu'il y a eu contre l'Ukraine de gagner 4-0 ou plus, mais j'imagine pas quand même que le Danemark puisse exploser à ce point-là. Simplement, j'ai peur que l'Angleterre soit trop forte individuellement pour le Danemark. Voilà, que dans des situations analogues, les 5 contre 8 ou 1 contre 3 offensifs côté danois, ça n'aboutisse à rien, que tu sois obligé de créer des égalités, voire des supériorités numériques pour vraiment te créer des occasions, alors que du côté anglais, des joueurs type Sterling, Sancho, Saka puissent rentabiliser et rendre dangereux des infériorités numériques. Donc j'ai
peur que même sans forcément se découvrir, l'Angleterre puisse, pas facilement, mais en tout cas puisse gérer le match et l'emporter, et ensuite fermer la boutique, ce qu'elle a fait depuis le début de la compète, puisqu'elle n'a pas encaissé de but. Donc voilà, ça serait un petit peu décevant sur le plan du jeu, sans doute. Sauf si l'Angleterre vraiment maîtrise de manière absolue. Mais que le Danemark n'arrive pas à se créer grand chose, mais j'ai peur que la tendance continue et que les Anglais soient vraiment une très bonne équipe défensive et pas une équipe qui est tombée face à des adversaires mauvais sur ce plan-là ou en manque de réussite, même si il y a eu Thomas Müller, il y a eu 2-3 occasions ratées face à eux, mais il y a quand même une certaine sécurité défensive qui me fait partir sur ce pari à 2,30. Merci Christophe pour ce pari. Et c'est là que ça devient fun, puisque Florent, tu vas nous emmener et nous parler des matchs de qualification pour la Ligue des Champions. Oui, ça démarre, et ça démarre par des tout premiers tours qu'on ne suit jamais d'habitude, mais qu'on va devoir suivre, parce que tout simplement, il n'y a pas d'autres matchs sur lesquels parier. Oui, et puis en plus, va pas y avoir beaucoup d'argumentaires pour ce pari. C'est le pas beaucoup d'enthousiasme non plus. C'est le Dynamo Zagreb qui fait déjà son entrée dans les tours qualificatifs, qui affronte Valur. Je crois que c'est Liechtenstein. Non, je confonds avec Vaduz. C'est l'Islande, je non crois. C'est l'Islande. Ah, c'est Reykjavik. Valur Reykjavik. Ouais, peut-être. Ouais, c'est Bref, l'Islande, ils affrontent Valur, qui est, je confonds avec Vaduz, je crois, du Liechtenstein. Bref, le Dynamo Zagreb reçoit pour ce match de Ligue des Champions Valur. L'idée, c'est de partir sur une victoire du Dynamo Zagreb, en reprenant d'ailleurs le pari de Christophe, victoire 1-0, 2-0 ou 3-0 à la maison, pas de but encaissé, et on force pas trop parce que ça reste le début de saison. Donc voilà, c'est coté à 2-10, et voilà, victoire du Dynamo Zagreb face à Valur, ou au Valur, je ne sais pas d'ailleurs. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'arguments, mais en même temps, c'est pas facile. Non. Christophe, à ton tour, pour Alors, nous parler de quoi? D'un match où j'ai finalement changé mon pari. Tu seras le seul à le savoir, mais j'ai changé totalement mon pari, c'est-à-dire que je vais limite partir sur un score opposé, c'est te dire à quel point je suis solide sur mes appuis. C'est le match entre Ludogorets et le Shakhtar Soligorsk. Donc le Shakhtar Soligorsk, qui est une équipe valeureuse, mais surtout assez performante, qui joue en Biélorussie et qui est première du championnat, devant le BATE Borisov avec 4 points d'avance et un match en moins. Donc vraiment surprise que Borisov est quasiment invincible en championnat local. Alors Ludogorets est à domicile et plus référencé. On a l'habitude de voir Ludogorets soit sur les derniers tours qualifs, voire en phase finale. Il me semble qu'ils en ont fait une il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, je me dis que la surprise Bélarus peut être là. Donc mon pari, je vais t'expliquer après pourquoi. Mon pari, c'est la victoire, mais remboursée si égalité de Soligorsk, c'est à 3,50. Donc s'il y a nul, il ne se passe rien. On ne gagne rien, on ne perd rien. Et si Soligorsk l'emporte, c'est 3,50. Deux choses. La première, c'est donc ce très beau parcours en championnat, 40 points en 14 journées. Et donc, en plus des joueurs, il y en a même un que je connaissais, pour te dire, le nommé Dembo Darboe, qui est gambien, qui est à 13 buts en 14 matchs, dont j'avais déjà entendu parler. Et il y a également un joueur que tu connais peut-être, Sergei Chernik, la légende, le portier, qui était passé par la Ligue 1, qui nous avait régalé du côté de Nancy pendant une saison avant de jouer à Nancy en Ligue 2. Et en fait, cette formation-là a quand même un énorme avantage sur Ludogorets, c'est qu'elle est en pleine saison. Elle a encore joué, elle a fait un match nul face au Dynamo de Brest le 26 juin, mais voilà, elle a repris sa saison là sur l'année, il me semble en février ou en mars. Donc du coup, il y a une équipe qui est en rythme et l'autre qui ne l'est pas du tout. Et nos amis de Soligorsk ont gagné quasiment tous leurs matchs de championnat depuis des mois. Donc je me dis qu'ils peuvent faire la surprise face à une équipe de Ludogorets qui est en manque de rythme, même si on aura l'honneur, je pense, de voir sur les terrains ce bon vieux Claudio Kecheru et sa patte sur coup de pied arrêté. Mais voilà, une petite victoire de Soligorsk, équipe qui, je pense, mérite qu'on s'y intéresse. Ça a le mérite d'exister en tout cas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette équipe? Mais je vais suivre le match en live score au moins. J'ai envie de me prendre de passion pour ces Bélarusses que je ne connais pas bien. Ça me rappelle mon pari sur un match Liban contre je ne sais plus Turkménistan. Turkménistan, où ça avait failli passer quand même. Et malheureusement, ça s'était mal fini à la dernière minute. Et encore Flo qui m'avait annoncé cette mauvaise nouvelle. C'est souvent lui qui m'annonce les mauvaises nouvelles. Cario, c'était lui aussi. C'est un peu la faucheuse. C'est un peu la faucheuse du pari, Flo.
On va pouvoir terminer sur ces belles paroles. On se retrouve demain pour parler d'Angleterre-Danemark et pour faire sans doute une petite preview de la finale qui nous attendra. Ciao. Cordialement. Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.